On voit ici beaucoup de gens, de tout type, de tous horizons, de toute capacité, de tout diplôme. Ce qui fait que quelqu'un va réussir, c'est sa capacité à tenir bon, à persévérer. Il y a une entrepreneuse chinoise très connue, j'ai plus le nom en tête, Ah, non plus. qui a dit, qu'elle a appris ça de son père, qui était lui-même un entrepreneur, voilà, donc, qui a dit si c'est dur, c'est normal. Donc quand c'est dur, dites-vous que c'est normal. Et que à quelque chose de dur va succéder quelque chose de très positif, mais qu'il faut s'accrocher. Et cette persévérance, c'est ce qui fait la différence. Voilà. Exactement. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Mailstock. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Anthony Gutmann. Salut. Salut Anthony, cofondateur de Remix Coworking. Donc pour les gens qui ne connaissent pas Remix Coworking, donc ce sont des espaces coworking qu'on retrouve notamment à Paris. Il y en a 4. Ouais. Voilà. Du coup, Anthony donc, a lancé ça avec son cofondateur. Anan. Anan, exactement. Et du coup, on va vous parler un petit peu on va revenir un peu sur le parcours d'Anthony, le parcours finalement en tant qu'entrepreneur. Il va vous donner des conseils pour vous lancer. On va parler des erreurs aussi qu'il a pu commettre lors de sa journée en tant qu'entrepreneur. Et puis voilà, suivez cet épisode et let's go. Let's go. Super. Du coup, Anthony, moi, je commence, tu sais, toujours mes épisodes en demandant si tu avais un ou deux adjectifs, toi déjà, en tant que personne, pour te décrire. Tu te décrirais comme quoi, par exemple? Alors, s'il y a un mot qui devait ressortir Voilà. après toutes ces années d'entrepreneur, c'est persévérant. Persévérant? Je suis content de l'être, je l'ai toujours été, je pense. Ouais. Mais l'entrepreneuriat te renforce là-dedans parce que tu n'as pas le choix. On a vu, surtout au Remix, où on brasse beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de créatifs. C'est des gens qui ont des tempéraments super différents les uns des autres. Et ceux pour qui ça marche partagent tous un trait. Ils ne sont pas tous brillants, ils ne sont pas tous hyper créatifs, ils n'ont pas tous un à-propos et un charisme incroyable, Ouais, mais ils ont tous de la persévérance à revendre. d'accord. Donc Ok. je suis content d'en avoir aussi, tu vois. Super, Voilà. mais du coup, on reviendra dessus, mais je pense que dans les qualités, effectivement, la persévérance, c'est important. Est-ce que tu penses que ça se construit, c'est quelque chose qu'on a déjà en nous, ou, je sais pas, c'est quelque chose, tu penses, qui est lié à ta personnalité, ou tu penses qu'on peut le devenir en soi Je pense qu'on peut le devenir, Ok, je pense qu'on peut le renforcer beaucoup. ok. Si tu l'as pas, c'est compliqué. Parce qu'il faut vraiment prendre un nombre de claques énorme pour commencer à te dire tiens, il faut que je sois persévérant. Ouais. Il faut que tu l'aies un peu en toi quelque part, mais ça peut être planqué, ça peut ne pas encore être très affirmé. Mais si c'est le cas, alors là, oui, l'entrepreneuriat va être renforcé dans cette qualité-là. C'est une qualité. Super. Ouais. Et du coup, alors nous, on est un peu curieux de savoir, est-ce que tu as toujours voulu entreprendre? Toi, c'est quoi un peu ton parcours? Est-ce que l'entrepreneuriat, tu vois, ça t'est arrivé un peu comme ça ou pas du tout en fait? Non, je suis passé par une phase de salariat Ah, ok. de 3 semaines. De 3 semaines seulement? Pourquoi Donc, du coup, ouais? Tu Non, peux parce nous que, raconter? non, mais parce que j'ai fait des longues études et je me suis dit c'est dommage. Il y a un moment où je me suis dit il faudrait quand même que j'essaye de bosser dans une boîte. Et en fait, j'ai pas supporté. J'ai jamais pu faire autrement que de créer mes propres projets. C'est quoi que t'as pas aimé quand tu travaillais dans une boîte? On va y revenir certainement tout à l'heure, mais c'est le sens qui est important pour moi. Et quand tu bosses dans une structure, évidemment, je ne généralise pas parce qu'il y a des structures qui sont animées par ça, mais où je ne perçois pas l'intention du dirigeant, où je ne perçois pas le sens, où je ne perçois pas parfois certaines qualités éthiques qui m'importent, j'ai tendance à vite pas me sentir bien. Bon, il se trouve que là, je suis rentré dans une structure où c'était évident que ça n'allait pas, donc ça n'a pas duré très longtemps, mais j'en ai pas fait des tonnes pour rester, et je suis vite parti. D'accord. Donc oui, pour répondre à ta question, j'avais fait une réponse par l'absurde, mais ouais, j'ai toujours été entrepreneur depuis que j'ai 23 ans. Donc, Très bien. Et bien du coup, justement, avant Remix, raconte-nous juste un peu, t'as débuté par quoi cette aventure entrepreneuriale? Alors, j'ai commencé seul depuis mes 23 ans jusqu'à mes 30 ans. Et là, j'ai rencontré mon associé Anan. D'accord. Comment tu l'as rencontré? Du coup, c'est toujours une question, comment rencontrer Alors, ses associés? ouais, alors, les questions sur les associés, c'est toujours délicat. Ouais. Comment tu les rencontres? Qu'est-ce qui fait un bon associé? C'est tellement personnel, c'est tellement... Bon, on était amis à la base, on était potes, et des circonstances ont fait qu'on s'est dit qu'on allait travailler ensemble. D'accord. Voilà. Et ça a tellement fonctionné vite qu'au bout de 6 mois, on avait créé une structure ensemble. Ouais. On a pris 2-3 missions ensemble. C'est à l'époque où... parce qu'on était en 2004 à l'époque, et à l'époque, j'avais fait un break pour faire de la musique. Donc c'était une autre vie. Et je rencontre Anan en 2006, à un moment où je souhaite commencer à travailler.
Et à l'époque, ce que j'avais fait entre 1997 et 2004, c'était du développement web. À l'époque, c'était assez nouveau. Maintenant, évidemment, tout le monde fait du développement web, même les enfants. Mais à l'époque, c'était quand même quelque chose de particulier. Et en plus, on avait fait, dans une des boîtes qu'on avait créées, du développement sur mobile. C'est les fameux sites WAP de l'époque. Donc voilà, c'était quelque chose assez particulier, qui marchait bien. J'ai fait un break et je souhaite m'y remettre. Sauf que je voulais mettre un peu plus de créativité, pas être que dans de la prestation. Et Anan, à l'époque, était directrice de clientèle chez DDB, une grosse agence de pub. Elle était début de carrière hyper brillant. Et elle voulait, elle aussi, injecter un peu plus de stratégie et de conseils dans ce qu'elle proposait à ses clients. Et elle se sentait, à l'époque, c'était donc il y a 10 ans, plus de 10 ans, un peu limitée. Si bien qu'on s'est dit, tiens, si on avait, puisqu'on a un peu envie des mêmes choses, pourquoi on ne les ferait pas ensemble? Il y a eu 1 ou 2 opportunités qui se sont présentées, on l'a fait, ça a bien marché. Et après, on a créé la boîte. Et c'est après que ça n'a pas marché. D'accord. D'ailleurs, justement, on en revient. D'où elle est venue cette idée de créer Remix? Et du coup, après, tu pourras expliquer aux personnes qui nous regardent qu'est-ce que c'est, elle est où la valeur ajoutée, et comment finalement tu es passé de cette idée de j'ai envie de créer cet espace de coworking à quelles actions tu as mis en place pour vraiment concrétiser ce qui était au départ une idée? Alors, Remix est né d'une volonté, d'un besoin de sens. Et d'une volonté, et d'une observation aussi, parce qu'on a vu depuis 2009-2010 le mouvement communautaire qui a été longtemps théorisé commencer à se créer de façon concrète. C'est-à-dire des gens qui vraiment se réunissent pour faire des choses ensemble, pour réfléchir ensemble, qui s'aperçoivent que rester chez eux ou rester dans un bureau cloîtré, ça ne les aide pas. Et donc qui ont eu besoin des autres. Et ça, c'est quelque chose qui nous a toujours obsédés. Parce que la communauté, pour nous, c'est plutôt quelque chose de positif et c'est quelque chose d'hyper vertueux. Parce que quand tu mets des gens ensemble, alors se pose la question, on en parlera peut-être plus tard, quels gens, pourquoi, comment est-ce que tu les sélectionnes et si oui, comment. Mais ces gens, quand tu les réunis et que ça fonctionne bien, tu fais faire des pas de géants à tout le monde. Et plus ils sont différents, c'est ça qui est magique aussi, plus tu fais faire des pas de géants à tout le monde. Et peut-être qu'il y a un truc dans notre histoire personnelle avec Anan, c'est qu'on est très différents. On ne vient pas des mêmes pays, on n'a pas les mêmes cultures, c'est une femme, je suis un homme, enfin tu peux faire la liste des différences. Et puis il s'est avéré qu'en travaillant ensemble, ces différences, elles ont commencé à disparaître et elles ont fait place à tout ce qu'on avait en commun. Et c'est tellement beau à voir et c'est tellement riche pour une expérience et humaine et d'entrepreneur, on s'est dit ça, il faut le partager. Et c'est pour ça, tu vois, c'est rentré en résonance avec toutes nos analyses sur le phénomène communautaire. On s'est dit, ok, on va créer Remix et il va se passer ça dans Remix. On va prendre des gens, on va sélectionner des gens qui vont venir, qui vont faire leurs travaux, qui vont gérer leur boîte, qui vont créer si c'est des créatifs. Mais on va aménager plein de moments, plein d'endroits pour que ces gens partagent des expériences, échangent. Ça va être sur des terrains professionnels ou sur des terrains un peu plus détente, un peu plus perso. Mais au final, il faut que, alors on s'est mis une barrière à 18 mois. C'est-à-dire on veut qu'à 18 mois, il y ait eu un effet transformatif, tu vois, du Remix sur les gens. Que les gens se sentent mieux, plus puissants dans ce qu'ils font, plus efficients, qu'il y ait une vraie transmission de savoir-faire de coworker à coworker et qui se sentent mieux tout simplement. Donc c'est ça qui a vraiment... c'est ça qui t'a vraiment motivé aussi l'impulsion pour lancer Remix. Ouais, c'était l'intention initiale et on est toujours là-dessus en fait, 6 ans après. C'est vraiment toujours ça qui nous obsède. Et du coup, justement, vous, ça a été quoi les premières étapes que vous avez mis en place dans la création de Remix? Est-ce que c'était de la recherche d'un lieu? Enfin, comment tu mets en place ce genre de choses si tu ne viens pas forcément de ce milieu entrepreneurial déjà? Comment tu t'es... Alors, nous, donc à l'époque, on était planner strat. Donc, nous, notre métier, c'est d'aller faire ce qu'on appelle des recos. Donc, d'aller voir des grandes boîtes et de leur dire, voilà, tu veux t'implanter dans tel pays, voilà comment il faut faire. Tu veux te développer auprès de telle cible. Donc, voilà, ça, c'était vraiment notre activité. Donc, quand il s'est agi de s'attaquer au coworking, on l'a fait très humblement. On s'est vraiment inspiré de ce qui se passe à San Francisco, de ce qui se passe à Philadelphie, dans certaines villes comme ça. Et en fait, on a juste réuni les gens avec qui on travaillait à l'époque dans l'agence, qui étaient déjà très diversifiés. Tu avais des graphistes, bien sûr, tu avais d'autres planners strat, tu avais des sociologues, des sémiologues, des réalisateurs. Et à un moment donné, on a dit à tous ces gens, pour plus d'efficacité, venez nous rejoindre dans nos locaux. On avait des grands locaux, parce qu'on avait des grands clients. Alors même si on n'était pas très nombreux, on avait des grands locaux. Voilà. Et c'est ce qui s'est passé. Et le coworking, en réalité, a commencé de façon très douce, comme ça, parce qu'on a juste eu des gens
qui sont venus et qui, une fois que les missions étaient terminées, ne voulaient plus partir. Et c'est D'accord. là que nos cerveaux de planeurs strat ont commencé à se mettre en route après. On s'est dit, ok, qu'est-ce qu'il faut offrir à ces gens pour qu'ils soient bien? Exact. Comment est-ce qu'on transforme un confort en expérience? Ah, c'est intéressant ça, ouais. Ouais, et bah oui, c'est-à-dire qu'en fait, on a rebondi sur une espèce de traction naturelle pour essayer de bâtir une méthode. C'est ça, en fait, qu'on a fait. Et effectivement, tu as raison. Après, on a découvert ce merveilleux métier de l'immobilier. Exactement, ouais. Ça, c'est... Ouais. Si il y avait un truc que j'aimais un peu moins dans mon métier, ce serait peut-être ça. C'est vrai, ok. Trouver les lieux, c'est génial. Les designer, c'est génial. Après, ouais. Mais toute la partie administrative, gestion, machin, ça c'est... Voilà, mais ça va avec, il faut le prendre, t'as pas le choix. Exact. Et du coup, tu avais par exemple, juste pour revenir par exemple sur le financement du lieu, vous aviez déjà un capital de départ, vous, comment vous avez fait pour ouvrir votre premier lieu? Alors nous, on avait un capital de départ puisqu'on avait beaucoup de trésorerie dans le cadre de notre agence qui nous a permis de financer le premier lieu et de vivre pendant un an et demi. Donc là, on était dans un cadre très confortable pour lancer, ce qui n'était pas le cas de notre activité précédente. Là, on était une main devant, une main derrière et ça a été comme ça pendant 3 ans. Exactement. Donc, quand tu as commencé, donc j'imagine qu'il y avait une vraie fierté quand tu as ouvert le premier remix. Comment ça s'est passé du coup un peu pour faire davantage connaître le lieu en termes de communication? Comment vous avez réussi à attirer, tu sais, les gens pour parce qu'il y a une offre variée d'espace coworking à Paris. Pourquoi on choisirait aujourd'hui le remix, tu vois? Alors, comment ça s'est fait à l'époque? Alors à l'époque, il y en avait peu. Oui, il y en avait peu. Donc on surfait là-dessus. D'accord. Maintenant, évidemment, on surfe sur d'autres choses parce que bah oui, parce qu'aujourd'hui, l'offre, c'est beaucoup, c'est beaucoup développé. D'ailleurs, tant mieux. Ouais. Parce que, et je pense qu'elle ne répond pas encore à toute la demande. D'accord. Oui, nous, on n'a jamais eu fait, autant de demandes que cette année. Ouais, non, c'est vrai qu'on voit un vrai boom là de ça. Et je pense, tu veux que, bon, on en reparlera après, peut-être de ma perception du marché, mais pour répondre à ta question, qui était comment est-ce qu'on s'est fait connaître, on avait la chance d'avoir fait un peu de com avant. Ah oui. Donc j'imagine. Donc que voilà, vous donc on a sorti nos si tu vieux pouvais outils. partager 2-3 conseils peut-être. Alors, d'actualité aussi, je sais pas. Déjà, quand tu fondes un projet, tu es le mieux placé pour communiquer. Donc les fondateurs doivent mettre les mains dans le cambouis pour la com. Ça, c'est le premier truc. Ouais. Personne ne défendra aussi bien qu'un fondateur son projet, ça c'est sûr. Tu peux prendre les meilleures agences RP du monde et il y en a des excellentes. Il n'y aura pas l'âme que toi tu peux avoir quand tu vas défendre ton projet. Donc ça c'est le premier truc. Donc il faut être aux commandes et il faut être dans l'action. Après, il y a tout un tas d'outils qu'on connaît très bien aujourd'hui. Mais bon, c'est con, mais le mailing ça marche. Le mailing ça marche, ok. Alors peut-être que les gens étaient moins inondés en 2013 qu'aujourd'hui, mais n'empêche que, tu vois, le marketing direct, c'est des solutions peu coûteuses qui sont... Alors après, tout est dans le message. C'est ça. Il faut des messages authentiques, il ne faut pas des trucs impersonnels, il faut que ça respire, le vrai, quoi. Je ne sais pas comment te dire. Quand tu as un fondateur qui va défendre son projet, il faut être embarqué dans son enthousiasme, donc il faut que les choses soient naturelles. Il ne faut pas qu'on soit dans des systèmes, tu sais, aujourd'hui il y a beaucoup de systèmes de relance, de mailing, on ne sait pas qui c'est, etc. Exactement. Je pense qu'il y a déjà un effet de lassitude important là-dessus. Par contre, quelqu'un qui va te dire, voilà, je vais juste prendre 2 minutes de ton temps pour te présenter mon projet, et voilà ce que c'est, je pense que la plupart des gens vont quand même consacrer du temps. D'accord. Voilà, surtout si c'est bien ciblé, donc il y a aussi une partie ciblage qui est importante, mais ça tout le monde le sait. Évidemment, aujourd'hui, la partie site web, inbound, c'est capital. Donc avoir un joli site web, c'est bien, mais avoir un site web où il y a toute une chaîne commerciale qui est pensée dès le départ, c'est beaucoup mieux, avec un CRM, pour ne pas perdre d'opportunités. Et justement, par rapport au site web, vous avez décidé de... Enfin, tu t'es entouré de développeurs, vous l'avez fait en externe, en interne, comment ça s'est passé? Alors, on n'hésite pas à s'entourer de développeurs pour certains besoins. Par exemple, l'extranet qui permet aux coworkers de réserver des salles ou de faire tout un tas de choses au remix. Pour le site web, on s'est dit qu'il fallait qu'on soit très agile et qu'on ait la capacité à changer du contenu très vite. Et donc, on a opté pour Squarespace, qui est une des plateformes. On mettra les liens, mais oui. Voilà, c'est la plateforme où tu as tous les sites en one page. D'ailleurs, le site de Mailstock est sur Squarespace. Voilà. Donc, ok, d'accord. Donc oui, c'est pour ça, s'il y a des outils qui existent, il ne faut pas hésiter, j'imagine, à les utiliser aussi, quoi. Tu as une double équation de coût et de temps. Il n'est pas forcément... moi, j'ai vu par exemple des entrepreneurs dépenser 30 000 ou 40 000 euros sur un site web. Et quand je te dis 30 ou 40 000, ce n'est pas un site qui avait des fonctionnalités particulières. C'était un site que tu pouvais quasiment réaliser avec un outil tel que Squarespace ou un autre.
Donc ça fait un peu mal au cœur. Donc il faut vraiment savoir où tu mets tes billes. Et puis après, il y a le temps. C'est-à-dire que est-ce qu'il vaut mieux s'épuiser pendant 2 mois à faire ton site, à le lancer avec un développeur qui va être là, mais qui va être sur d'autres projets en même temps, ou est-ce qu'il faut te dire, ok, je vais faire un plan, on va imaginer quelque chose de bien, mais après on va le réaliser nous-mêmes. Ça va nous économiser temps, ça va nous faire gagner temps. Il y a toujours une course qui s'amorce en termes de budget, en termes de temps quand tu lances ton projet. Exactement. Et du coup, pour toi, Anthony, quels ont été les principaux challenges donc je sais que tu en as aussi comme tout entrepreneur aujourd'hui, mais depuis l'ouverture du premier jusque là, l'ouverture du 4e, ça a été quoi les challenges que tu as pu rencontrer toi? On a un challenge qui est le même en fait depuis toujours. En réalité, j'y pense en t'écoutant, en écoutant ta question. Nous, on a une vision communautaire du coworking. C'est-à-dire qu'en fait, je te disais tout à l'heure, être ensemble pour faire ensemble, ça c'est vraiment ce qui nous anime. C'est ce qu'on veut proposer au monde et aux gens, mais il faut que les gens le sachent. Et tout notre challenge, c'est d'arriver non seulement à proposer la meilleure expérience possible au Remix, c'est-à-dire que quand les gens viennent, ils en plein la tronche, quoi. Ils se disent, c'est génial. On a déjà des gens qui sont venus nous voir pour nous dire, vous avez changé ma vie. T'imagines, quand tu crées ta boîte et que tu as un client, en l'occurrence un membre de ta communauté qui vient de te dire ça, tu dors bien pendant 3 semaines. Ouais. Ce qui, quand on est entrepreneur, on le sait, un miracle. On sait. Voilà, donc c'est le même challenge. C'est vraiment ça le challenge. Tu as vraiment 2 façons de voir le coworking aujourd'hui, et la façon qui est la nôtre, qui est plus communautaire, qui est plus sur le partage d'expérience, elle est, je pense, pas la plus, elle n'est pas majoritaire. Donc voilà, donc c'est vraiment de continuer à prêcher la bonne parole pour expliquer aux gens que ça existe, que c'est intéressant, pas pour tout le monde, pas tout le temps, mais pour certaines époques, pour certains besoins, ça peut te faire des pas de géant. Donc voilà, c'est ça le challenge principal. Et on est content parce que, comme je te disais, on n'a jamais eu autant de taux d'occupation que depuis janvier, on n'a jamais eu autant de demandes. Oui, voilà, c'était ça aussi ma deuxième question. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes rentable? Comment ça se passe en termes de business model? Est-ce que c'est pareil pour chaque espace coworking? Comment tu fonctionnes au Remix? Alors pour nous, chaque espace doit être rentable. On a été, si tu veux, soumis à plusieurs choix stratégiques il y a 2-3 ans, qui étaient est-ce qu'on va lever et lever et lever. Mais alors, ce qui est très bien parce que ça te permet de développer ta croissance. Et dans certains types d'activités, c'est absolument ce qu'il faut faire. Dans la nôtre, tu sais, comme il y a la partie sens et les choix qu'on fait ne sont pas toujours évidents à comprendre pour des investisseurs, on s'est dit avec Anan qu'il était peut-être plus simple et constructif de rester indépendant le plus possible. Indépendant, oui. Alors, on a des investisseurs qu'on adore, mais qui sont minoritaires. Si aujourd'hui, ils avaient 70%, si eux et d'autres, bien sûr, avaient 70%, on se sentirait peut-être un peu moins libre de nos choix. Donc, il y a eu un choix stratégique de cet ordre-là. Donc, on a fait une levée d'1 million en 2014. On n'a pas relevé depuis. On est devenu rentable en 2017. 2017, oui. Donc, c'était combien de temps après la création que vous étiez rentable? Ça fait 4 ans. 4 ans, on avait prévu de l'être en 5. On a été en 4. Donc, on a à peu près tenu le business plan. Mais c'est vrai que c'est très important. Bon, je sais pas, il y a plusieurs façons de voir. Moi, je suis pas dans... En tout cas pour nous, pour Remix, je suis pas tellement dans l'état d'esprit time to market. D'accord. Mon père m'a toujours fait marrer avec une phrase qui est on vend à perte, mais on se rattrape sur les quantités. Ah oui. On peut pas. Donc si on vend à perte, on vend à perte. Donc nous, on a envie de garder les outils de notre indépendance pour pouvoir continuer à faire des choses bizarres, étonnantes, qui défraient un peu la chronique. Et pour ça, il faut qu'on ait une puissance de feu financière et stratégique. Tu vois, si on avait été... Là, on a de la chance, je t'ai dit, on a des investisseurs qui nous suivent. Enfin, imagine qu'on a un fonds d'investissement très classique et qu'on leur dit on va aller prendre un tribunal d'instance à l'Abandon, à 100 km de Paris, et on va en faire un hôtel, un espace de co-living et un restaurant. Les mecs nous auraient dit arrêtez vos conneries. Ah oui, exactement. En plus, on en parlait ce matin avec un autre entrepreneur, mais oui, tout à fait. Des fois, c'est divergence de stratégie, de point de vue, etc. Donc voilà. Ok, ça c'est super. Donc on est devenu rentable en 2017. C'est très important de le rester. Après, il y aura des années avec, des années sans, parce qu'il y aura beaucoup d'investissements. Mais on le sait. Mais ce qui compte, c'est de savoir que structurellement, tu es rentable. Ouais. Voilà.
Trop bien. Et du coup, justement, si tu pouvais partager avec nous une ou deux, je ne sais pas, success story un peu de la communauté de Remix, ce serait lesquelles là que tu as envie de mentionner? Voilà. 2-3 entrepreneurs peut-être phares qui sont passés par Remix. Bon, après, tu n'as peut-être pas le droit de les mettre Si, deux, trois personnes j'ai avant. des... Est-ce qu'il y a des gens que tu voudrais partager un peu leur histoire? Comme tu dis, ça a un peu changé leur vie. Est-ce qu'il y a 2-3 personnes qui te viennent en tête? Ouais. Le problème, c'est que j'en ai 50. Oui, c'est ça. Je vais en prendre une ou deux. On va prendre un créatif et un entrepreneur. Oui, bah voilà, comme pourquoi ça, pas. on Ouais, va, de profils un peu différents. on va être sur l'équilibre du remix, puisqu'on a C'est ça. 50% des uns et 50% des autres. On a un ancien publicitaire, Frédéric Agide, qui est venu au remix il y a 3-4 ans de ça. Ok. Et je ne trahis pas de secret en disant qu'il n'était pas très heureux en étant publicitaire. D'accord. Mais bon, il est venu au remix, il a pris le temps de... Bon, il avait ses travaux, il avait pas mal de boulot, mais il a quand même pris le temps de réfléchir. Et cette réflexion s'est vachement accélérée avec les gens qu'il avait autour de lui au remix. Et à un moment donné, au bout d'un an et demi, l'évidence arrive. Donc c'est un très très bon dessinateur. Il s'est dit, ok, ben je sais dessiner, maintenant je veux dessiner sur les gens. Et il s'est dit, je vais devenir tatoueur. D'accord. Donc tu vois, c'est quand même un énorme pivot. Bah ouais. Alors évidemment, il y a eu des moments un peu bizarres. C'est que donc il a pris ses cours, il a été diplômé, machin. Ok. Puis il nous dit, est-ce que ce serait saugrenu d'avoir un studio de tatouage au remix? Je lui dis, laisse-moi y réfléchir. Il n'y a rien de saugrenu. Il faut juste que j'analyse le truc et je vais te dire. Bon, c'était l'étape d'avant qui était un peu bizarre. C'est quand il nous disait, est-ce que je peux tatouer sur des oreilles de porc le samedi et le dimanche quand il n'y a personne? Bon, ça c'était donc parfois tu ouvrais le frigo, tu tombais sur des oreilles de porc. C'est plus le cas, je précise. C'était très bizarre. Donc, et alors, donc on lui a dit, mais bien sûr, Fred, tu vas avoir ton studio de tatouage, c'est génial. Et on est heureux et presque ému de pouvoir accompagner un tel changement. Et donc, il y a son studio de tatouage. Oui, depuis on l'a vu tout à l'heure avec. Ah, c'est top. Voilà. Donc il y a lui. Alors, on va prendre un autre exemple. Désolé pour tous ceux que je ne cite pas, il y en a vraiment des dizaines et des dizaines. Je pense à Fabrice Briançon, qui était un grand publicitaire qui a fait toute sa carrière dans des grandes agences et qui, à un moment donné, vers la cinquantaine, s'est dit, c'est plus comme ça que je veux bosser, c'est plus comme ça que je vois le monde de la communication, je veux me lancer à mon compte. Donc c'était un pari très osé. Et au remix, à force d'échanges, bon, il y a d'abord sa sagacité, sa persévérance et son intelligence et son charisme qui l'ont énormément aidé. Hein. Il aurait tout aussi bien réussi s'il n'était pas au remix, mais disons qu'il s'est senti peut-être un peu plus porté en étant ici. Et là, aujourd'hui, il travaille avec Gaumont, il a des clients de dingue, et le bouche à oreille fonctionne hyper bien. Enfin voilà, donc c'est quelqu'un aussi qui a fait un très très beau pivot. Alors je ne dis pas qu'au remix, il n'y a que des gens qui pivotent, mais je dis que le pivot fait partie de nos vies, et personnelles et professionnelles. Exact. Et quand tu dois pivoter, tu es forcément un peu seul. Quand tu es avec des gens qui partagent ça avec toi, les choix sont moins difficiles, les épreuves sont un peu plus douces, tu vois, ça dilue un peu la difficulté, quoi. Trop bien. En tout cas, merci beaucoup Anthony. Justement, avant de passer au Mail Stop Challenge, si tu avais justement, là tu as donné plein de conseils, s'il y a autre chose là que tu voudrais partager un peu avec la communauté, quelque chose qui te vient en tête, un conseil, quelque chose sur lequel on n'est pas forcément revenu, ça serait quoi? Moi, je reviendrai sur la persévérance. Ouais. On voit ici beaucoup de gens de tout type, de tous horizons, de toute capacité, de tout diplôme. Ce qui fait que quelqu'un va réussir, c'est sa capacité à tenir bon, à persévérer. Il y a une entrepreneuse chinoise très connue, j'ai plus le nom en tête, non plus. qui a dit qu'elle a appris ça de son père, qui était lui-même un entrepreneur, qui a dit si c'est dur, c'est normal. Donc quand c'est dur, dites-vous que c'est normal. Et que à quelque chose de dur va succéder quelque chose de très positif, mais qu'il faut s'accrocher. Et cette persévérance, c'est ce qui fait la différence. Voilà. Exactement, super, merci beaucoup Anthony. Du coup, on va passer au Mail Stop Challenge. Mais qu'est-ce que le Mail Stop je t'ai pas prévenu. En fait, c'est juste 3 petites questions qui n'ont pas forcément un rapport avec ce que tu fais. Enfin, quoique si, c'est un peu plus ton quotidien. Si par exemple, tu devais nous partager l'application dont tu ne peux pas te passer, que tu utilises tout le temps sur ton téléphone, ce serait laquelle? Alors bon, j'adore Pipedrive. Pipedrive, ok. Donc Voilà. pour les gens qui ne connaissent pas, juste c'est… Alors c'est un CRM tout simple, tout mignon, ça ressemble un peu à Trello. Le On gestionnaire mettra de le tâches. lien aussi. ok. Voilà. Tu ne peux pas te passer de Pipedrive sur ton téléphone. Disons que pour la gestion, tu gagnes beaucoup de temps. D'accord. Voilà. En même temps, peut-être qu'il y a des faits, je viens de le découvrir il y a 3 semaines et donc voilà, je suis un peu comme un gamin, tu vois, mais c'est vraiment bien. Ok, Ouais. trop cool. Si tu veux partager un tips pour améliorer… Attends, excuse-moi, comment j'ai pardon. pu te répondre Pipedrive?
Non, bien Parce sûr. que- Non, mais j'ai une application qui Ah est oui dingue, qui s'appelle Make It Right. C'est une Ah, je application connais qu'on a pas. lancée nous-mêmes il y Ah a bah. 2 mois. Voilà, on mettra celle-là plutôt. Ouais, je Ok. sais pas ce qui m'a. Je t'avais dit que j'étais fatigué. Donc vas-y, donc Make Et It alors, Right, Make It qu'est-ce que Right, c'est on a observé les gens ici et tous sont orientés vers la consommation durable et éthique. Ok. Sauf que, évidemment, chacun a son traiteur bio, son bon plan, mais il n'y a rien qui regroupe toutes les initiatives D'accord. qui ont du sens, qui sont durables. Et donc, on l'a fait pour la communauté. Donc, bien. quand tu es dans le Remix, tu as accès à cette application gratuitement et tu as accès à aujourd'hui 120 partenaires qui non seulement sont triés sur le volet, sur la base de leurs valeurs et de ce qu'ils proposent, dans les domaines B2B, B2C, ça va du bien-être au business, en passant par les voyages et la bouffe, enfin tout. Et en plus, ils offrent à tous les remixeurs des réductions. Donc Trop on a bien. sur chaque page, voilà, donc Make It Right évidemment. Make It Right, évidemment. Suis-je saut Très bien. Si tu veux partager un tip avec la communauté dans la manière dont tu t'organises pour, je sais pas, gestion de temps, planning, ce serait quoi ton truc à toi? Les mails, c'est un sujet. Il y a 1 milliard de trucs, mais si on devait prendre un sujet concret, c'est les mails. Ouais. Mail. Parce que, évidemment, comme on est stressé, on regarde Ouais. toujours sa boîte mail. Comme on regarde toujours sa boîte mail, le temps passe. Exact. Et on s'aperçoit qu'on n'a rien foutu. Donc, le top du top, c'est de consulter ses mails. Alors, ça dépend à quelle heure tu te lèves. Moi, Ouais. je me lève tôt, entre 6 et 7 heures. D'accord. Et éventuellement entre 16 et 17, un truc comme ça. Super. Certains le font 3 fois. Si on arrive déjà à faire ça, vous allez avoir l'impression que les journées ont 5 heures de plus. Donc, Super. tu vas dire un conseil, voilà, un conseil. Très concret, Parfait. très facile à appliquer, qui ne coûte rien. Super, Et en qui tout ramène cas, beaucoup. merci beaucoup Anthony, ça m'a fait super plaisir de t'avoir sur le Mailstock. Bah, avec plaisir. Voilà, j'espère que vous avez appris plein de choses. On vous mettra les liens en description également, donc les liens pour accéder au remix si vous êtes intéressé aussi pour intégrer l'espace coworking. Et moi, je vous donne rendez-vous à un prochain épisode de Mailstock. À bientôt. Trop cool, merci beaucoup Anthony. C'est un plaisir.